Hello tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Je vous retrouve pour la lecture du jour et j'ai décidé de vous lire un extrait de La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve. Voilà, donc c'est un très beau roman, très joli récit. J'espère que cette lecture vous plaira. Je vous retrouve tout à l'heure. Bonne écoute. Comme elle était devenue plus familière avec la bête, soit par l'habitude de la voir, soit par la douceur qu'elle trouvait dans son caractère, elle crut pouvoir lui demander une chose. Elle ne prit cette liberté qu'après avoir obtenu d'elle qu'elle ne se mettrait point en colère. La question qu'elle lui fit fut s'ils étaient tous deux seuls dans ce château. Oui, je vous le proteste, répondit le monstre avec une sorte de vivacité. Et je vous assure que vous et moi, les singes et les autres bêtes, sont les seuls êtres respirants qui soient en ce lieu. La bête n'en dit pas davantage et sortit plus brusquement qu'à l'ordinaire. La belle n'avait fait cette demande que pour essayer à s'instruire si son amant n'était point dans ce palais. Elle eût souhaité de le voir et de l'entretenir. C'était un bonheur qu'elle eût acheté du prix de sa liberté, et même de tous les agréments qui l'environnaient. Ce charmant jeune homme n'existant plus que dans son imagination, elle regardait ce palais comme une prison qui deviendrait son tombeau. Ces tristes idées vinrent encore l'accabler la nuit. Elle crut être au bord d'un grand canal. Elle s'affligeait quand son cher inconnu, tout alarmé de son état triste, lui dit en pressant tendrement ses mains dans les siennes. « Qu'avez-vous, ma chère belle, qui puisse vous déplaire et qui soit capable d'altérer votre tranquillité. Au nom de l'amour que j'ai pour vous, daignez vous expliquer. Rien ne vous sera refusé. Vous êtes ici l'unique souveraine, tout est soumis à vos ordres. D'où vient l'ennui qui vous accable? Serait-ce la vue de la bête qui vous chagrine? Il faut vous en délivrer. » À ces mots, la belle crut voir l'inconnu tirer un poignard et se mettre en état d'égorger le monstre qui ne faisait aucun effort pour se défendre, qui même s'offrait à ses coups avec une soumission et une docilité qui fit appréhender à la belle dormeuse que l'inconnu n'exécutât son dessein avant qu'elle y pût mettre obstacle, quoiqu'elle se fût levée pour courir à son secours aussitôt qu'elle avait connu son intention. Pour avancer les effets de sa protection, elle s'écriait de toute sa force. « Arrête, barbare, n'offense pas mon bienfaiteur, ou me donne la mort !» Le jeune homme, qui s'obstinait à frapper la bête malgré les cris de la belle, lui dit en courant. « Vous ne m'aimez donc plus, puisque vous prenez le parti de ce monstre qui s'oppose à mon bonheur. »« Vous êtes un ingrat, reprit-elle en le retenant toujours. Je vous aime plus que la vie et je la perdrai plutôt que de cesser de vous aimer. Vous me tenez lieu de tout et je ne vous fais pas l'injustice de vous mettre en parallèle avec aucun de tous les biens du monde. Sans peine, j'y ne renoncerai pour vous suivre dans les déserts les plus sauvages. Mais ces tendres sentiments ne peuvent rien sur ma reconnaissance. Je dois tout à la bête. Elle prévient mes désirs. C'est elle qui m'a procuré le bien de vous connaître, et je me soumets à la mort, plutôt que d'endurer que vous le fassiez le moindre outrage. » Après de pareils combats, les objets disparurent, et la belle crut voir la dame qu'elle avait déjà vue quelques nuits avant, et qui lui disait « Courage, la belle, sois le modèle des femmes généreuses. Fais-toi connaître aussi sage que charmante. Ne balance point à sacrifier ton inclination à ton devoir. Tu prends le vrai chemin du bonheur. Tu seras heureuse pourvu que tu ne t'en rapportes pas à des apparences trompeuses. » Quand la belle fut éveillée, elle fit attention à ce songe, qui commençait à lui paraître mystérieux. Mais il était encore une énigme pour elle. Le désir de revoir son père l'emportait pendant le jour sur les inquiétudes que lui causaient en dormant le monstre et l'inconnu. Ainsi, ni tranquille la nuit, ni contente le jour, quoiqu'au milieu de la plus grande opulence, elle n'avait pour calmer ses ennuis que le plaisir des spectacles. Elle fut à la comédie italienne, d'où dès la première scène elle sortit pour aller à l'opéra, mais elle en sortit encore avec la même promptitude. Son ennui la suivait partout. Souvent elle ouvrait les 6 fenêtres plus de 6 fois chacune, sans y trouver un moment de tranquillité. Les nuits qu'elle passait étaient semblables aux jours. Sans cesse dans l'agitation, la tristesse prenait violemment et sur ses attraits et sur sa santé. Elle avait un grand soin de cacher à la bête la douleur dont elle était accablée. Et le monstre qui l'avait plusieurs fois surprise les yeux en pleurs sur ce qu'elle lui disait, qu'elle avait qu'un léger mal de tête, ne poussait pas plus loin sa curiosité. Mais un soir, ses sanglots l'ayant trahie, et ne pouvant plus dissimuler, elle dit à la bête, qui voulait savoir le sujet de son chagrin, qu'elle avait envie de revoir ses parents. À cette proposition, la bête tomba, sans avoir la force de se soutenir, et poussant un soupir, ou plutôt faisant un hurlement capable de faire mourir de peur, elle répondit. « Quoi? La belle, vous voulez abandonner une malheureuse bête? Devais-je croire que vous auriez si peu de reconnaissance? Que vous manque-t-il pour être heureuse? Les attentions que j'ai pour vous ne devraient-elles pas me garantir de votre haine?
Injuste que vous êtes, vous me préférez la maison de votre père et la jalousie de vos sœurs. Vous aimez mieux aller garder les troupeaux que de jouir ici les douceurs de la vie. Ce n'est point par tendresse pour vos parents, c'est par antipathie contre moi, si vous voulez vous éloigner. Non, la bête, lui répondit la belle d'un air timide et flatteur. Je ne vous hais point, et je serais fâchée de perdre l'espérance de vous revoir. Mais je ne puis vaincre le désir que j'ai d'embrasser ma famille. Permettez-moi de m'absenter pendant 2 mois, et je vous promets de revenir avec joie passer le reste de ma vie auprès de vous, et de ne vous jamais demander d'autre permission. Pendant ce discours, la bête couchée par terre et la tête étendue ne faisait connaître qu'elle respirait encore que par ses douloureux soupirs. Elle répondit en ces termes à la belle. « Je ne puis rien vous refuser, mais il m'en coûtera peut-être la vie. N'importe. Dans le cabinet le plus proche de votre chambre, vous trouverez 4 caisses. Emplissez-les de tout ce qu'il vous plaira, soit pour vous, soit pour vos parents. Si vous manquez de parole, vous vous en repentirez, et vous serez fâché de la mort de votre pauvre bête quand il n'en sera plus temps. Revenez au bout de 2 mois, vous me trouverez en vie. Pour votre retour, vous n'aurez point besoin d'équipage. Prenez seulement congé de votre famille le soir, avant de vous retirer, et quand vous serez dans le lit, tournez votre bague, la pierre en dedans, et dites d'un ton ferme « Je veux retourner en mon palais revoir ma bête. » Bonsoir, ne vous inquiétez de rien, dormez tranquillement. Vous verrez votre père de bonne heure. Adieu, la belle. Dès qu'elle se vit seule, elle se dépêcha d'emplir ses caisses, de toutes les galanteries et les richesses imaginables. Elles ne se trouvèrent pleines que quand elle fut lasse d'y mettre. Après tous ces préparatifs, elle se mit au lit. L'espérance de revoir incessamment sa famille la tint éveillée tout le temps qu'elle eût dû dormir. Et le sommeil ne la gagna qu'à l'heure qu'il eût fallu qu'elle se fût levée. Elle vit en dormant son aimable inconnu, mais ce n'était plus le même. Étendu sur un lit de gazon, il lui parut pénétré de la plus vive douleur. La belle, touchée de le voir en cet état, se flatta de le tirer de cette profonde mélancolie en lui demandant le sujet de son chagrin. Mais son amant, en la regardant d'un air plein de langueur, lui dit « Pouvez-vous, inhumaine, me faire cette question? L'ignorez-vous puisque vous partez et que ce départ est l'arrêt de ma mort ?» « Ne vous abandonnez pas à la douleur, cher inconnu. Mon absence, lui répondit-elle, sera courte. Je ne veux que désabusé ma famille du cruel destin qu'elle pense que j'ai subi. Je reviens aussitôt dans ce palais. Je ne vous quitterai plus. Et comment abandonnerai-je un séjour qui me plaît tant? De plus, j'ai donné ma parole à la bête de revenir, je n'y puis manquer. Mais pourquoi faut-il que ce voyage nous sépare? Soyez mon conducteur. Je remettrai mon voyage à demain pour en avoir la permission de la bête. Je suis sûre qu'elle ne me refusera pas. Acceptez ma proposition. Nous ne nous quitterons point, nous reviendrons ensemble. Ma famille sera ravie de vous voir, et je compte qu'elle aura pour vous tous les égards que vous méritez. Je ne puis me rendre à vos désirs, répondit l'amant, à moins que vous ne soyez résolu à ne jamais revenir ici. C'est le seul moyen qui m'en puisse faire sortir. Voyez ce que vous voulez faire. La puissance des habitants de ces lieux n'est pas assez grande pour vous forcer à revenir. Il ne peut rien vous arriver sinon de chagriner la bête. Vous ne songez pas, reprit la belle avec vivacité, qu'elle m'a dit qu'elle mourrait si je manquais de parole. Que vous importe, répliqua l'amant. Sera-ce un malheur si pour votre satisfaction il n'en coûte que la vie d'un monstre? Que sert-il au monde? Quelqu'un perdrait-il à la destruction d'un être qui ne paraît sur la terre que pour être un horreur à la terre entière? Ah, sachez, s'écria la belle presque en colère, que je donnerai ma vie pour conserver la sienne, et que ce monstre, qui ne l'est que par la figure, a l'humeur si humaine qu'il ne doit pas être puni d'une difformité à laquelle il ne contribue point. Je ne puis payer ses bontés d'une si noire ingratitude. L'inconnu, l'interrompant, lui demanda ce qu'elle ferait si le monstre essayait à le tuer, et si l'un des deux devait faire périr l'autre auquel elle accorderait du secours. « Je vous aime uniquement, répondit-elle, mais quoique ma tendresse soit extrême, elle ne saurait affaiblir ma reconnaissance pour la bête. Et si je me trouvais en cette funeste occasion, je préviendrais la douleur que les suites de ce combat ne pourraient causer en me donnant la mort. Mais à quoi bon des suppositions si fâcheuses, quoiqu'elles soient chimériques? Leur idée me glace le sang. Changeons de propos. » Elle en donna l'exemple en lui disant tout ce qu'une tendre amante peut dire de plus flatteur à son amant. Elle n'était point retenue par la fière bienséance et le sommeil lui laissant la liberté d'agir naturellement, elle lui découvrait les sentiments qu'elle aurait contraints, en faisant un usage parfait de sa raison. Son sommeil fut long, et quand elle fut éveillée, elle craignait que la bête ne lui manquât de parole. Elle était dans cette incertitude quand elle entendit un bruit de voix humaine qu'elle reconnaissait. Ouvrant précipitamment son rideau, elle fut surprise lorsqu'elle se vit dans une chambre qu'elle ne connaissait pas, et dont les meubles n'étaient pas si superbes que ceux du palais de la bête. Ce prodige la fit presser de se lever et d'ouvrir la porte de la chambre. Elle ne se reconnaissait nullement dans ses appartements.
Ce qui l'étonna davantage, ce fut d'y trouver les 4 caisses qu'elle avait préparées la veille. Le transport de sa personne et de ses trésors était une preuve de la puissance et des bontés de la bête. Mais dans quel endroit était-elle? Elle l'ignorait quand enfin, entendant la voix de son père, elle fut se jeter à son col. Sa présence étonna ses frères et sœurs. Ils la regardèrent comme arrivée d'un autre monde. Tous l'embrassèrent avec des démonstrations de joie les plus grandes. Mais ses sœurs au fond du cœur ne la voyaient qu'avec peine. Leur jalousie n'était pas détruite. Après beaucoup de caresses de part et d'autre, le bonhomme l'a voulu voir en particulier pour savoir d'elle les circonstances d'un voyage aussi surprenant, et pour l'instruire de l'état de sa fortune à laquelle elle avait si grande part. Il lui dit que le jour qu'il l'avait laissé au palais de la Bête, il avait été rendu chez lui le même soir sans aucune fatigue, que pendant sa route il s'était occupé des moyens de dérober ses malles à la connaissance de ses enfants, souhaitant qu'elle puisse être portée dans un petit cabinet joignant à sa chambre, dont lui seul avait la clé, qu'il avait regardé ce désir comme impossible, mais qu'en mettant pied à terre, le cheval qui portait ses malles ayant pris la fuite, il s'était tout d'un coup vu déchargé de l'embarras de cacher ses trésors. « Je t'avoue, dit ce vieillard à sa fille, que ces richesses dont je me croyais privée ne me chagrinèrent point. Je ne les avais pas assez possédées pour les regretter si fort. Mais cette aventure me paraît être un cruel pronostic de ta destinée. Je ne doutais pas que la bête perfide n'en agît de la même façon avec toi. Je craignais que ses bienfaits à ton égard ne fussent pas plus durables. Cette idée me causa de l'inquiétude. Pour la dissimuler, je feignis d'avoir besoin de repos. Ce n'était que pour m'abandonner sans contrainte à la douleur. Je pensais ta perte certaine. Mais mon affliction ne dura pas. À la vue de mes malles que je croyais perdus, j'augurais bien de ton bonheur. Je les trouvai placés dans mon petit cabinet précisément où je les souhaitais. Les clés que j'avais oubliées sur la table du salon où nous avions passé la nuit se trouvèrent aux serrures. Cette circonstance qui me donnait une nouvelle marque de la bonté de la bête, toujours attentive, me combla de joie. Ce fut alors que, ne doutant plus que de ton aventure n'eût une suite avantageuse, je me reprochai les injustes soupçons que j'avais pris contre la probité de ce généreux monstre, et que je lui demandai 100 fois pardon des injures qu'intérieurement ma douleur m'avait forcé de lui dire. Sans instruire mes enfants de l'étendue de ma fortune, je me suis contentée de leur donner ce que tu leur envoyais, et de leur faire voir des bijoux pour une somme très médiocre. J'ai faim depuis de les avoir vendus et d'en avoir employé l'argent à nous procurer une vie plus commode. J'ai acheté cette maison. J'ai des esclaves qui nous dispensent des travaux auxquels la nécessité nous ajoutissait. Mes enfants jouissent d'une vie aisée, c'est tout ce que je désirais. L'ostentation et le faste m'ont autrefois attiré des envieux. Je m'en attirais encore si je faisais la figure d'un riche millionnaire. Plusieurs parties, la belle, se présente pour tes sœurs. Je les vas incessamment marier et ton heureuse arrivée m'y porte. Leur ayant donné la part que tu jugeras à propos que je leur fasse des biens que tu m'as procurés, débarrassés du soin de leur établissement, nous vivrons, ma fille, avec tes frères, que tes présents n'ont point été capables de consoler de ta perte. Ou si tu l'aimes mieux, nous vivrons tous deux, ensemble. La belle, touchée des bontés de son père et des témoignages qu'il lui rendait de l'amitié de ses frères, le remercia tendrement de toutes ses offres, et crut devoir ne point lui cacher qu'elle n'était pas venue pour rester chez lui. Le bonhomme, chagrin de n'avoir point sa fille pour appui dans sa vieillesse, n'essaya cependant pas de la détourner d'un devoir qu'il reconnaissait pour être indispensable. La belle, à son tour, lui fit le récit de ce qui lui pouvait être arrivé depuis son absence. Elle l'entretint de la vie heureuse qu'elle menait. Le bonhomme, ravi du détail charmant des aventures de sa fille, combla la bête de bénédictions. Sa joie fut bien plus grande quand la belle, en ouvrant ses caisses, lui fit voir des richesses immenses, et qu'il eut la liberté de disposer de celles qu'il avait apportées en faveur de ses enfants, ayant assez de ces dernières marques de la générosité de la bête pour vivre agréablement avec ses fils. Trouvant dans ce monstre une âme trop belle pour être logée dans un si vilain corps, malgré sa laideur, il crut devoir conseiller à sa fille de l'épouser. Il employa même les raisons les plus fortes pour lui faire prendre ce parti. « Tu ne dois pas, lui dit-il, t'en rapporter aux yeux. On t'exhorte sans cesse de te laisser guider par la reconnaissance. En suivant les mouvements qu'elle t'inspire, on t'assure que tu seras heureuse. Il est vrai que tu ne reçois ces avertissements qu'en songe, mais ces rêves sont trop suivis et trop fréquents pour ne les attribuer qu'au hasard. Ils te promettent des avantages considérables. C'est assez pour vaincre ta répugnance. Ainsi, lorsque la bête te demandera si tu veux qu'elle couche avec toi, je te conseille de ne pas refuser. Tu m'avoues en être tendrement aimé? Prends les mesures convenables pour que ton union soit éternelle. Il est plus avantageux d'avoir un mari d'un caractère aimable que d'en avoir un qui n'est que la bonne mine pour tout mérite. Combien de filles à qui l'on fait épouser des bêtes riches mais plus bêtes que la bête, qui ne l'est que par la figure et non par les sentiments et par les actions. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette très belle lecture vous a plu et je vous retrouve très bientôt. Bye!